Emmanuel Macron a retrouvé ce lundi les ors de Versailles. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de l'Isère. Vous étiez, vous, au Congrès à Versailles tout à l'heure. Vous n'y étiez pas. Tout à fait. Évidemment, comme prévu. On va vous entendre dans un petit instant pour me dire ce que vous en avez pensé et retenu. D'abord, Rachid Mbarki, un résumé de ce qui s'est dit cet après-midi. Emmanuel Macron qui veut, a-t-il dit, construire l'État-providence du 21e siècle devant les parlementaires qui étaient réunis en congrès à Versailles. Cet après-midi, le chef de l'État a souhaité un système émancipateur, universel, efficace et responsabilisant. Il souhaite également jeter les bases d'un nouveau contrat social pour le 21e siècle avec les organisations syndicales qu'il recevra le 17 juillet. Et au passage, il s'est défendu d'être le président des riches. Dès les premières semaines, nous avons revu la taxation des produits de l'épargne et réformé l'impôt sur la fortune. Non pas, comme je l'entends parfois, pour favoriser les riches, mais pour favoriser les entreprises. Une politique pour les entreprises, ce n'est pas une politique pour les riches. C'est une politique pour toute la nation, une politique pour l'emploi, une politique pour les services publics, une politique pour ceux qui restent en marge, faute de travail et faute de revenus. Et comment, d'un côté, dénoncer les faiblesses de notre modèle économique, le capital qui quitterait les frontières nationales, et de l'autre, créer les conditions de l'impossibilité d'investir en France. Marine Le Pen lance un appel aux dons pour sauver son parti. Les juges ont en effet saisi 2 millions d'euros d'aide publique qui devaient être versés à son parti. Et cela à cause de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens. D'ailleurs, 2 nouvelles mises en examen, dont celle de Nicolas Bay, sont venues alourdir le dossier. Marine Le Pen dénonce un complot des juges. Deuxième partie de cette émission avec nos invités Olivier Véran, Mathilde Panot, Bruno Jeudi, pour revenir sur cette heure et demie pour Emmanuel Macron devant les parlementaires. Il a notamment dit vouloir construire l'État-providence du 21e siècle. On va y venir dans un petit instant, tous les deux. Puisque vous, typiquement Olivier Véran, vous avez assisté à cette prise de parole, vous pas, Mathilde Panot. C'était une décision tranchée, prise en amont, ce n'était pas une surprise. Est-ce que vous avez quand même entendu dans les premières minutes de cette prise de parole de la part d'Emmanuel Macron, une autocritique de sa part? Non, je ne crois pas que c'est une autocritique. Je pense que Emmanuel Macron, une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il est extrêmement déterminé dans les choses qu'il fait. Par contre, moi, ce que j'ai entendu, c'est un discours d'une heure et demie qui va dans le sens de ce que nous avions dénoncé, c'est-à-dire d'encore plus concentrer les pouvoirs autour du président de la République, et qui est la raison pour laquelle nous ne sommes pas allés aujourd'hui juste écouter le président de la République, tandis que nous ne pouvons pas répondre, puisque le président de la République s'en va au moment où les groupes prennent la parole. Alors là, pour le coup, vous avez eu votre réponse là-dessus. On va y venir dans un petit instant, juste sur l'autocritique, puisque vous me dites qu'il n'en a pas fait. Je voudrais juste qu'on l'entende sur ses premiers mots. Vous me dites, Olivier Véran, comment vous les avez traduits? Je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. Mais mon devoir est de ne jamais m'y résoudre et de mener inlassablement ce combat. Tout président de la République connaît le doute, bien sûr. Et je ne fais pas exception à la règle. Mais j'ai le devoir de ne pas laisser le doute détourner ma pensée et ma volonté. C'est une fonction qui, si l'on est réaliste, porte à l'humilité, ô combien. Mais à l'humilité pour soi, pas à l'humilité pour la France. Ça y est, Emmanuel Macron a entendu les critiques qu'il a entendues, les critiques de l'opposition, des Français, la chute dans les sondages. Il opère une forme de mea culpa. Vous interprétez je vous pose la question. Le discours du président de la République. Non, il a fait preuve à la fois de détermination et d'humilité. Détermination dans la politique qui est conduite, détermination pour défendre déjà le bilan d'une année de réforme. C'est vrai que moi j'étais à Versailles et quand il a fait la liste des réformes importantes de transformation du pays, je me suis souvenu qu'il y a 1 an, on était à Versailles et j'ai vu le chemin qui a été réalisé en seulement quelques mois. C'était assez impressionnant. Et puis en même temps, de l'humilité, c'est-à-dire reconnaître que le président de la République, le gouvernement, la majorité ne peuvent pas tout, que les réformes importantes ont déjà été adoptées, qu'il faut du temps surtout pour que les Français puissent en voir les fruits, les résultats. Et donc c'est un appel à la confiance. Ouais, mais donc ça ne m'a pas surpris, connaissant la personne du président de la République. Bien sûr, mais à trop vouloir proclamer comme ça son humilité, est-ce qu'il ne se met pas encore plus en avant? Il n'a pas trop proclamé son humilité. Vous savez, quand il
Quand il va parler aux parlementaires, on dit qu'il est trop présent. S'il ne le faisait pas, on dirait qu'il serait trop absent. Quand il parle de son bilan avec de l'humilité, on dit oh là, c'est de l'autocritique. Et s'il n'était pas amené à faire ce discours et prendre un petit peu de recul sur son action, on dirait qu'il est buté. Donc vous savez, de toute façon, on peut toujours critiquer. Moi, je trouvais honnêtement que le discours était équilibré entre la détermination, l'acceptation et le fait d'assumer déjà un bilan et de porter une politique et de montrer une trajectoire de réforme pour les Français. Et cette position d'humilité, moi, qui m'a beaucoup plu à titre personnel. Alors, là, tout le monde peut le humilité, critiquer, Mathilde Panot, que vous n'avez pas nécessairement bien entendu comme cela. En tout cas, il a fait un geste vers vous, puisqu'il l'a dit, qu'il convoquerait, enfin, qu'il y aurait un amendement au projet de révision constitutionnelle pour pouvoir répondre, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir vous répondre. Oui, non, mais ça, c'est bien. C'est un point qu'on a pris. On prend tous les points. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a quand même un problème dans ce qui se passe actuellement. Et ce qui se passe avec le discours du président de la République, c'est le double discours constant. Et notamment quand il commence en disant j'ai des doutes parfois, comme tout homme, ce qui est une banalité absolue puisque c'est des hommes et des femmes qui font de la politique, mais passons là-dessus. Mais j'ai des doutes. Mais à un moment, il y a un problème démocratique dans la manière dont on vit notre démocratie aujourd'hui. Et le fait que on ait un président de la République qui veut à la fois se substituer au Premier ministre, qui affaiblit le pouvoir du Parlement, notamment avec la réforme constitutionnelle, qui affaiblit le pouvoir de la justice, avec une justice qui continue à se clochardiser, ça pose un énorme problème, d'autant plus que dans la réforme constitutionnelle, et c'est ce que nous on demande dans ce jour symbolique d'anniversaire de la Constituante de 1789, c'est que le peuple y ait toute sa part. Alors, juste sur le Premier ministre, sur Édouard Philippe, il décrit l'élection passée, il décrit plus que jamais l'action à venir. Où est la place d'Édouard Philippe là-dedans ? Il y a 10 ans, les parlementaires ont voté une réforme constitutionnelle. Dans cette réforme de 2008, il était prévu que le président de la République pourrait s'exprimer devant le Congrès des parlementaires réunis. C'est un moment unique dans l'année et qui sera donc annualisé, un moment unique et très fort de dialogue entre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement, et la représentation nationale des parlementaires, sénateurs et députés. Vous avez fait le choix, Madame Panot, de ne pas y participer. Tout à fait, Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de censurer, finalement, de bouder, plutôt bouder d'ailleurs, le discours du président de la République. Pour que ce soit tous les ans. Tout en live tweetant, c'est-à-dire qu'il a fait en fait un peu de télétravail. Donc je découvre que la France insoumise est favorable au télétravail, parce que finalement vous avez suivi le discours, mais derrière un écran de télé, tout en tweetant abondamment. Honnêtement, c'était un temps d'échange démocratique extrêmement important, et c'est un moment encore très fort. Et c'est pas le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a décidé. C'était décidé il y a 10 ans. Ce qu'il vient par contre d'annoncer, et qui est justement, qui va plutôt dans le sens de ce que demandaient les oppositions, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il puisse y avoir un dialogue avec une réponse du président de la République. Donc là, j'imagine qu'il n'y aura pas la politique de la chaise vide. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous serez, Mathilde Panot, plein, mais il était plein à 98% aujourd'hui. Mathilde Panot, est-ce que vous serez au rendez-vous l'an prochain, puisque on est quand même loin de la monarchie présidentielle absolue, là, dans cette action? Alors, sur un petit point. Après, est-ce que vous serez au rendez-vous? Alors, ça, c'est une décision qu'on prend toujours en groupe, au niveau de la groupe. Vous avez voulu normalement la Jean-Luc Mélenchon prendra pour votre groupe. Attendez, c'était une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas. Mais nous avons écouté le président de la République, nous n'avons aucun problème à écouter le président de la République, et ça, nous l'avons dit plusieurs fois. Le problème, c'est d'accepter le cadre dans lequel ça se passe. Donc, peut-être que nous prendrons... donc là, vous démettez une nouvelle réserve. Alors maintenant, c'est plus sur la forme, maintenant, c'est le cadre. Donc, ça veut dire... le cadre, c'est la forme générale. Oui, donc, peut-être que l'année prochaine, nous y serons, mais ce sur quoi nous appelons fortement, c'est les dérives de ce qu'on appelle la monarchie républicaine dans lequel on se trouve dans la Ve République, et qui est encore aggravée par le fait que il y a une majorité pléthorique avec des règles quand même sur la République en marche qui sont extrêmement drastiques, notamment les règles de ne pas co-signer des amendements avec d'autres groupes, de ne pas co-signer des propositions de loi, ça dépend d'où, mais en tout cas on a quand même un resserrement et une accaparation des pouvoirs autour du président de la République, avec un affaiblissement du Premier ministre et des oppositions, parce que quand même, qu'est-ce qui va se passer dans la réforme constitutionnelle? Limitation du droit d'amendement, limitation du nombre de textes qui passent en séance plénière. Alors, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Et surtout, réduction d'un tiers des parlementaires. Et là, il faut m'expliquer pourquoi c'est plus démocratique. Votre réponse, Olivier Véran, sur ce point, pour qu'on avance sur le fond. Moi, je vous propose qu'on avance directement sur le fond. Je n'ai pas vocation à répondre aux attaques permanentes de la France insoumise sur la forme. Mais non, mais là,
je vous parle de la réforme constitutionnelle. Non, mais, Mme Panot, quand on voit le discours de Jean-Luc Mélenchon, quand on voit la façon dont il gère son propre groupe et dans la façon avec laquelle il décide pour les autres, et quand on voit l'admiration qu'il a pour des grands leaders d'Amérique centrale qui passent 4 heures à la télé chaque semaine sur toutes les chaînes publiques pour expliquer au bon peuple comment est-ce qu'il faut penser éventuellement. La réforme constitutionnelle, l'examen va commencer demain. Je pense que vous participerez au débat. Il y a énormément d'avancées dans cette réforme institutionnelle. Je ne vais pas vous dire autre chose. Je vais la voter. J'en suis rapporteur pour avis. La réduction du nombre de parlementaires. La réduction du nombre de parlementaires, c'est une nécessité démocratique aujourd'hui, qui était annoncée pendant la campagne, que d'ailleurs, quasiment tous les partis, sauf le vôtre et je crois le Front National, avaient porté pendant la campagne présidentielle. Ça va aussi dans le sens des attentes des Français. On aura un Parlement plus efficace, Mme Panot. Moi, je préfère qu'on soit moins nombreux et qu'on soit plus efficace dans notre travail. On n'est pas là pour être efficace, on est là pour représenter les gens. En améliorant la capacité de contrôle des parlementaires, en améliorant justement le dialogue entre le législateur et l'exécutif, le genre d'étape importante que vous avez choisi de bouder aujourd'hui. Alors sur le fond, on n'a pas la même vision, mais c'est pas sur le fond, Emmanuel Macron entend construire, dit-il, l'État-providence du XXIe siècle. Oui. Écoutons. La priorité de l'année qui vient est simple. Nous devons construire l'État-providence du XXIe siècle. Un État-providence émancipateur, universel, efficace, responsabilisant. C'est-à-dire couvrant davantage, protégeant mieux, s'appuyant aussi sur les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. J'ai entendu tous les mots dans le bon ordre, je pense, Olivier Véran, mais je me pose la question, aucun détail. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Responsabilisant, d'accord, efficace, on va pas tout refaire. Aucun détail. Mais il fait déjà un constat qui est très fort, c'est que la France dépense un tiers de sa richesse nationale pour une politique sociale avec des résultats qui ne satisfont personne. Un exemple, un enfant sur 5, il l'a dit, vit sous le seuil de pauvreté. 30% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Un Français sur 9 vit sous le seuil, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Donc il dit quoi? Il dit que depuis la création de notre modèle social, de la sécurité sociale, les besoins des Français ont évolué. Le chômage n'est plus conjoncturel, il est devenu plutôt structurel, avec un chômage de masse qui touche quasiment 10% de la population. Il dit aussi que nous vieillissons et que nous vivons plus longtemps en période de retraite et que des nouveaux besoins sociaux sont apparus, comme par exemple la dépendance. Il a fait des annonces très fortes, Nathalie Lévy. Quand il dit qu'on va intégrer dans un risque de la sécurité sociale la question de la dépendance, qu'on va enfin apporter une réponse aux millions de personnes qui souffrent de perte d'autonomie, mais aussi à leurs proches, leurs familles, mais aussi à tous les soignants, je suis désolé. Il est resté sur la bande-annonce. Mais non, il est resté sur la bande-annonce. Regardez l'arbitrage très fort, Bruno Jeudi, qu'il a fait. Il a dit c'est un risque social, ça doit faire partie de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait dit chacun devra être en mesure de s'assurer pour lui-même? C'est pas ça qu'il dit. Il dit la solidarité nationale doit jouer son plein pour toutes les personnes qui sont éloignées des possibilités d'avoir accès à des besoins sociaux. Et il le dit aussi, pardon, juste un mot là-dessus, il dit l'emploi à nouveau, l'emploi est la source majeure d'émancipation. Perdre son emploi, c'est la première cause d'entrer dans la pauvreté. Retrouver un emploi, c'est le premier moyen de sortir de la pauvreté. Et donc, c'est la première des solidarités. Il rappelle cela, c'est-à-dire que c'est une ligne de fond, mais qui est importante. Il faut pouvoir entendre cela. Mathilde Panot, comment vous l'entendez? Moi, je trouve ça très gonflé quand même. Parce que en fait, généralement, là effectivement, il a beaucoup parlé d'éducation, il a beaucoup parlé c'est important, l'éducation. des enfants. Mais est-ce que moi j'ai dit le contraire? Non, pas du tout. D'accord. Il a beaucoup parlé des enfants qui vivent dans la pauvreté, des familles sous le seuil de pauvreté, des familles qui ont du mal à finir les fins de mois, etc. Sauf qu'à un moment, il y a des actes qui ont été posés pendant un an. Les actes qui ont été posés pendant un an, c'est la suppression de l'ISF. Excusez-moi, l'ISF est un impôt personnel qui ne concerne rien les entreprises, qui fait que notamment une ministre comme Muriel Pénicaud, et c'est pas pour la viser personnellement, cela ne nous intéresse pas, mais vous le faites quand même, reprennent 62 000 euros par an en plus, qui du coup ne vont pas dans les caisses de l'État, etc. On a enlevé les exit tax. Donc les mesures pour les riches, on les a faites immédiatement. Par contre, les mesures de lutte contre la pauvreté, on attend. Et du coup, on se retrouve avec un système où finalement, on va avoir une société de plus en plus scindée en deux, avec des inégalités de richesse qui s'accroissent de plus en plus. Et la question des inégalités de richesse qui s'accroissent est extrêmement importante. Parce que quand Emmanuel Macron dit il faut un gâteau pour pouvoir partager. C'est la formule. Oui, mais en fait, sauf que la France n'a jamais été aussi riche qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec une concentration de richesse sur les plus riches de plus en plus forte. Donc à un moment, ce qu'il faut faire, c'est partager les richesses et c'est absolument urgent. Et Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, je voudrais juste qu'on l'entende parce qu'il était l'invité de Routel Krief tout à l'heure. Il en rajoute avec ce que vient de dire Mathilde Panot. Regardez-lui ce qu'il dit et vous répondez, Olivier Véran. Je en prends le pari. Les choses vont s'aggraver pour lui.
parce que l'illusion de la jeunesse, de la modernité, est en train de se dégonfler et il ne reste plus que le visage grimaçant de l'homme qui fait les poches aux retraités, qui rend plus pauvres les pauvres, tout en disant le contraire. Et cette duplicité qui tue la politique et le respect que les gens portent à la politique, M. Emmanuel Macron, qui en a été en quelque sorte le produit, c'est parce que la parole politique s'était dégradée qu'il a pu nous battre de 3 ou 4 points. Eh bien, cette maladie-là, il est en train de l'aggraver. Olivier Véran. Permettez-moi, on dit, le dicton dit tout ce qui est excessif est insignifiant. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, sur la forme et sur le fond, a été particulièrement excessif. J'ai pas envie de commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon, je préfère commenter les propos du président de la République. Il a passé quasiment un tiers de son discours à parler de la manière dont la France doit faire d'une priorité la lutte contre les inégalités. Je veux dire, s'il ne l'avait pas dit, on aurait dit, oh là, elle est où la politique sociale du président ? Il est en train d'expliquer que la lutte contre les inégalités est vraiment un critère déterminant pour notre pays. Il rappelle les mesures, justement, vous l'avez dit, en faveur de l'éducation, en faveur de la recherche. Olivier Véran. Est-ce que ça arrive pas trop tard ? Ce que je veux dire par là, c'est que le président des riches, il a fallu d'ailleurs qu'il s'en explique encore aujourd'hui, il a assuré qu'il n'aimait ni les castes, ni les rentes, ni les privilèges. Il a fallu qu'il prononce ces mots pour, j'allais dire, faire table rase en quelque sorte, ou en tout cas essayer de la méthode, c'est important. Non, mais attendez, il est quand même obligé d'en arriver là et de prononcer ces mots pour dissiper le doute. C'est parce qu'il y a plus qu'un doute aujourd'hui dans l'esprit des Français. On le voit dans les sondages. Donc il est obligé d'en arriver là. Quand est-ce que les actes vont suivre ? Parce que le social, c'est bien, on l'annonce, mais regardez, le plan pauvreté, ça devait être cette semaine, avec une mise en œuvre en septembre, finalement ce sera pour 2019. Non, ça devait être une annonce qui devait être faite au cours de l'été avec une mise en œuvre pour 2019. Pardonnez-moi, j'ai co-présidé avec la présidente du Secours catholique français un des groupes en charge de la rédaction du plan de lutte contre la pauvreté. Donc j'en connais beaucoup de propositions et je peux vous garantir que la date d'application de mise en œuvre du plan pauvreté... Mais reconnaissez qu'il y a un peu de retard, Olivier Véran. Le président avait parlé dans ses vœux du 31 décembre de grands chantiers sociaux. Nous avons adopté 55 on est en juillet, textes de loi en un an. J'ai été député dans le mandat précédent. Je peux vous dire que le rythme était soutenu. Mais quand je regarde le rythme de travail des parlementaires, du gouvernement, la feuille de route qui nous est donnée, personne ne peut dire que nous sommes en train de tirer au flanc. La date qui est prévue pour l'application, la date qui est prévue pour la mise en application du plan de lutte contre la pauvreté ne bouge pas d'un iota. Non, ce sera 2019. Ça aurait dû être septembre, là. Ça aurait dû être la rentrée. Non, pas du tout. Parce que, excusez-moi, Nathalie, il faut pour ça voter un budget de la sécurité sociale. J'en suis le rapporteur à l'Assemblée nationale. Et le budget de la sécurité sociale, qui est voté en octobre-novembre, n'est applicable qu'à partir du 1er janvier. Les Français doivent bien comprendre qu'il n'y a aucun retard dans l'application du plan de lutte contre la pauvreté. Mathilde Panot, est-ce que vous admettez en revanche que s'il y a, il y a encore effectivement des incompréhensions et des insatisfactions de votre côté, le président Emmanuel Macron l'a donné des gages aux corps intermédiaires. Prochaine réunion là, le 17 juillet, avec les syndicats, avec le patronat également. On a un discours qui, on semble qu'il a entendu certaines critiques et aussi certaines attentes. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a quand même quelque chose d'assez général. Ça ressemble à un début de tournant social. Mais Emmanuel Macron a déjà rencontré les syndicats auparavant. Il l'a déjà fait. Le problème, c'est quelle est l'écoute ? Il dit il y aura de l'écoute et du dialogue. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on voit, nous, concrètement, dans la bataille politique qu'on mène depuis un an ? C'est que les arguments des groupes d'opposition sont toujours balayés d'un revers de la main, les arguments des associations, les arguments des professionnels. Donc, ils ont toujours raison contre tout le monde. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à des moments, ils sont obligés de retourner en arrière. La preuve, la loi contre les violences sexistes et sexuelles, où nous étions tous vent debout contre l'article 2, qui présentait un risque de passer donc un viol sur mineur de viol à délit. Nous étions plusieurs à le dire dans les groupes d'opposition. Tous les groupes d'opposition le disaient. Il y avait une pétition de 150 personnes avec la première ministre des droits des femmes, etc. Et cet article 2 vient d'être supprimé. Mais du coup, toute la discussion, on ne l'a pas eu. Non, mais Olivier Véran, on ne l'a pas eu dans ces pour être plus global, la défiance du côté des syndicats, elle est là. On a vu ce qui s'est passé sur la SNCF, on a vu ce qui s'est passé sur d'autres textes. La défiance, elle est là. La fébrilité, la prudence, même, on est au-delà de ça. Vous savez la différence fondamentale, parmi les nombreuses différences entre les organisations syndicales et la France Insoumise, c'est que la main tendue du dialogue, elle est toujours saisie par les organisations syndicales. Et le président de la République s'est engagé à les recevoir pour continuer à travailler ensemble et avancer ensemble. Ils viendront à cette discussion et ça permettra d'avancer. Moi, j'ai un profond respect pour l'opposition, pour toutes les oppositions, même celles qui tweetent des horreurs toute la journée. C'est pas le problème. Mais les organisations syndicales sont un pilier du fonctionnement démocratique de notre pays. Et leur tendre la main pour leur dire, nous avons fait un an de réforme, nous allons... C'est pas ce qui a été fait pendant un an. Mais bien sûr que si. C'est pas ce qui a été fait. C'est pas comme ça qu'ils l'ont reçu pendant un an. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord à la fin avec toutes les conclusions qui sont proposées
proposé, que vous n'avez pas pris le temps d'en débattre et d'en discuter, Nathalie Lévy. Ce qui est important, c'est les conditions du dialogue et de la concertation. Il y en a 46 qui ont été adoptés. Personne ne peut nier qu'il y a une juste sur concertation quelque chose sur la pauvreté très rapidement sur la pauvreté. Oui. Quand même, l'exemple, c'est les contrats aidés. Vous nous avez dit les contrats aidés sont des contrats précaires. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais quelle a été la solution? Plutôt que de pérenniser ces emplois-là, qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, on supprime des centaines de milliers de ces emplois-là. Donc, il y a 26 000 éducateurs sportifs qui ont disparu des quartiers populaires, des AVS, des gens qui sont là pour les enfants en situation de handicap dans les écoles qui ont disparu. Là, la suppression de l'ISF, on voit, là, il y a des rapports qui sont en train de paraître qui montrent que les associations ont des baisses de 50% de subventions, jusqu'à 50% de subventions. Et les associations, c'est ce qui tient notre société aujourd'hui debout. C'est ce qui tient. Oui, mais c'est vrai que les associations ont un rôle extrêmement important. Par contre, vous avez fait, à mon avis, deux erreurs. Il n'y a pas eu une suppression de centaines de milliers de contrats aidés. Il y a eu le remplacement d'un système d'emploi aidé dans un système qu'on appelle les PEC aujourd'hui, qui se met en place sur un grand nombre de territoires. À Grenoble, beaucoup sont signés aujourd'hui. Et s'il faut adapter le modèle, nous l'adapterons. Ensuite, quand vous parlez des AVS et l'accompagnement des enfants en situation de handicap, c'est justement un secteur qui est prioritaire. Le nombre d'AVS dans les écoles ne fait qu'augmenter depuis 7 ans. Chez moi, dans ma ville, il y a 23 et la prise en charge des enfants en situation de handicap est considérée comme même sanctuarisée, ce qui fait que le nombre augmente. Ça n'augmente sans doute pas assez vite, Mathilde Panot, mais ne dites pas que ça diminue. Ne dites pas que ça diminue. Non. Non. Emmanuel Macron qui sera demain en Russie pour regarder la demi-finale de cette Coupe du Monde, parce que il l'avait dit. Il avait dit si la France... C'est un grand élan populaire, une demi-finale de Coupe du Monde contre la Belgique, c'est un moment important. Je crois qu'il y aura de très nombreux Français qui seront devant leur poste. Moi, j'essaierai peut-être d'en voir une partie, parce que nous serons à l'Assemblée nationale en train de débattre de la réforme des institutions, mais il se trouve que le match est à 20h et qu'il y a une petite pause, donc je serai comme des millions de Français extrêmement attentifs à l'évolution du score, en espérant qu'Mbappé n'est pas blessé, parce que j'ai vu qu'il était absent de l'entraînement, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. Bon, ce qui vous angoisse beaucoup. Comment? Ce qui vous angoisse beaucoup. Ça m'angoisse pas, mais vous savez, je ressens un peu de pression avec le peuple, avec la population. J'ai cru comprendre que Jean-Luc Mélenchon s'était converti aussi aux joies du football. Donc je crois qu'il n'y a rien de déshonorant à aimer le foot. Donc vive la France et allez les Bleus. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus ce soir. Olivier Véran, Mathilde Panot, Bruno Jeudi. On se retrouve justement après BFM Foot. C'est le rendez-vous, effectivement, Jean-Baptiste Boursier avec la Dream Team pour l'avant-match demain soir 20h à Saint-Pétersbourg. On est ici à 23h en direct avec nos invités Charlotte Girard, Aurélien Taché pour débattre de ce congrès 1h30 d'Emmanuel Macron, prise de parole. À tout à l'heure en direct.